Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon challenge Babelio. Chaque année, depuis 4 ans maintenant, le site Babelio lance le prix des lecteurs Babelio. Pour cette année en 2022, il y avait 10 catégories, à savoir manga, imaginaire, jeunesse, non-fiction, polar et thriller, littérature étrangère, roman d'amour, jeune adulte, bande dessinée et littérature française. 10 catégories, donc 10 lauréats pour le prix Babelio 2022. Et pour sortir un petit peu de ma zone de confort, j'ai décidé cette année de me lancer un challenge Babelio, c'est-à-dire de lire ces 10 œuvres qui ont été récompensées. Enfin du moins, j'ai essayé de les lire puisque malheureusement il y a eu un abandon au cours de ce challenge et surtout je me suis abstenue de lire le manga qui a été récompensé dans la catégorie manga donc. Déjà parce que les mangas et moi ça colle pas vraiment, malheureusement, hein, j'ai déjà essayé mais c'est vraiment pas ma came. Et surtout, puisque c'était un tome 6 et que ça voulait dire qu'il fallait que je lise les 5 tomes précédents pour comprendre un peu quelque chose à l'histoire, pour pouvoir lire le tome 6 et vous dire que le manga, c'est pas pour moi. Voilà, c'est donc la seule catégorie que j'ai volontairement zappée, c'était prévu dès le début. Pour l'abandon, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais là tout de suite, on passe au lauréat pour la littérature française, et c'est Les douleurs fantômes, écrit par Melissa d'Acosta, qui a été récompensé cette année. Les douleurs fantômes, ça se passe 5 ans après Je revenais des autres. On y retrouve tous les personnages, même si de l'eau a coulé sous les ponts. Et comme je n'avais pas lu Je revenais des autres avant de démarrer ce challenge, je me suis plus ou moins imposée de le lire. C'est pas vraiment nécessaire puisque Les douleurs fantômes peut se lire complètement à part, il n'y a pas de souci. Mais moi je tenais à savoir vraiment de quoi on parlait, donc j'ai lu Je revenais des autres. Puis j'ai pu commencer véritablement mon challenge en lisant Les douleurs fantômes. Et j'ai été très honnêtement ravie de l'avoir fait. J'ai tout simplement dévoré ces 2 romans. Je crois que Je revenais des autres, je l'ai lu en moins de 24 heures. Et Les douleurs fantômes m'a pris un petit peu plus de temps, mais vraiment ça se lit très très vite. Je vais essayer de vous faire un résumé rapide sans spoiler. On est dans du contemporain et on suit notre personnage principal qui s'appelle Ambre et qui, au début de Je revenais des autres, est une jeune fille paumée, faut le dire, complètement paumée. Et elle est envoyée pour faire une saison d'hiver dans une petite station balnéaire qui s'appelle Arvieux et qui se trouve dans le Queyras. C'est une très belle histoire de renaissance, d'amour, mais aussi et surtout d'amitié. On suit donc Ambre au gré de ses blessures, mais aussi de ses rencontres et de sa renaissance. Je me suis laissée tout de suite embarquer par cette histoire et je pense que c'est aussi et surtout grâce à la plume de Melissa d'Acosta que j'ai complètement adorée. Les personnages sont vraiment attachants, j'ai ri, j'ai beaucoup pleuré et rien que pour ça, ça en valait vraiment la peine. Le prix suivant concernait la catégorie des romans d'amour et c'est Karen Ponte qui a été récompensée pour Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Et là, je dois vous avouer tout de suite qu'on partait pas du tout sur un coup de cœur. 2 raisons principales à ça. Déjà, roman d'amour, c'est pas vraiment ma came. Pas autant que les mangas, hein, mais ça reste quand même quelque chose que j'apprécie pas forcément. Et les romans autour de Noël, c'est pareil, c'est pas trop mon truc. Je peux en lire, je peux passer un bon moment, mais ça s'arrête là. Et malheureusement, le roman de Karen Ponte n'a pas dérogé à la règle. En fait, j'avais l'impression de lire un roman qui était basé sur un film de Noël, vous savez, les feuilletons qu'on regarde pendant les vacances de Noël, c'était exactement ça. Donc si vous aimez les feuilletons de Noël, je vous recommande ce livre, il va vous plaire. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas forcément la période de Noël, les romans d'amour et les 2 cumulés ensemble forcément, passez votre chemin. Je ne peux pas vous en dire plus parce que malheureusement pour moi, l'histoire c'est vraiment c'est téléphoné, on s'attend à tout, c'est très prévisible en fait, hein, et c'est donc aussi très cucul-à-praline. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que moi, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui adorent le cucul-à-praline, hein, y a pas de souci, je comprends parfaitement, c'est juste vraiment pas mon truc. On passe à la catégorie non-fiction et le lauréat suivant, c'est Victor Castanet pour Les Fossoyeurs, dont vous avez très certainement déjà entendu parler. Les Fossoyeurs, c'est l'enquête rendue publique qui a éclaboussé le monde des maisons de retraite et qui sera, je l'espère, à l'origine d'un changement majeur dans le système qui prend soin de nos aînés. C'est une lecture très dure, vraiment pas agréable.
dans le sens où elle fait mal à notre humanité. Mais s'il y a vraiment un livre qu'il faut retenir de ce challenge, même un livre à lire cette année en 2022, je pense que c'est celui-ci. C'est véritablement bouleversant. Vous n'imaginez pas toutes les larmes que j'ai pu verser en lisant ce livre. Mais Victor Castanet a fait un travail remarquable avec cette enquête. Il faut savoir que l'auteur a travaillé pendant environ 3 ans sur cette enquête, qu'on compte 250 témoins, et le pire dans tout ça, c'est que chaque histoire est toujours plus folle que la précédente. Grâce à ses connaissances, ses relations et au gré de ses différentes rencontres, l'auteur, qui est aussi journaliste, a réussi à prendre possession de documents très importants, à les décortiquer et à gravir petit à petit les échelons qui se présentaient à lui. Jusqu'à avoir un dossier en béton et des preuves accablantes qui nous prouvent que c'est carrément une mafia qui se met de l'argent dans les poches à tout va, au vu et au su de tous, sans que ça n'inquiète qui que ce soit. Et sans aucune transition, on passe à la catégorie suivante où il fallait élire le meilleur roman jeune adulte, et c'est le tome 2 de La Passeuse de mots qui a gagné. J'étais super contente de retrouver La Passeuse de mots parmi les lauréats, puisque j'avais cette trilogie, je crois bien que c'est une trilogie, dans ma pile à lire depuis un petit moment, et c'était vraiment l'occasion inespérée de me lancer dans sa lecture, puisque j'avais même pas lu le tome 1. Et donc évidemment, pour pouvoir lire et apprécier le tome 2, il fallait que je commence par le tome 1. Et là, je sens que je vais me faire pas mal d'ennemis parmi vous, puisque j'ai détesté ce roman. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai détesté. À vrai dire, je l'ai même tellement pas apprécié, tellement pas aimé, j'ai tellement ragé sur cette trilogie, vraiment ragé, que je me suis arrêtée à la moitié du tome 1. Ça paraît peu dit comme ça, mais j'ai quand même passé 1 à 2 semaines pour lire 360 pages. Et qu'est-ce que j'ai ragé! Et encore, là je vous en parle, ça fait déjà plusieurs semaines, voire même mois, que j'ai arrêté de me faire du mal à vouloir lire cette trilogie. Mais quand je me suis arrêtée et quand j'ai choisi volontairement de l'arrêter, de l'abandonner, c'était vraiment hyper dur pour moi, hyper violent. J'avais vraiment des sentiments très violents envers cette trilogie. Pour moi, il y avait juste absolument rien qui allait. L'histoire tenait pas debout, je me suis pas du tout attachée aux personnages, ils m'ont quand même pas mal énervée, même pour tout vous dire. J'ai eu aussi énormément de mal avec le style d'écriture. À vrai dire, je comprends pas où on voulait m'amener, j'avais l'impression qu'on allait à la fois hyper vite et en même temps on faisait du surplace. On ajoutait à ça beaucoup de dialogues pour absolument rien dire. Je pense notamment à la passeuse de mots première du nom qui annonce à Arya qu'elle est devenue elle-même la passeuse de mots. Et il y a des pages et des pages de dialogues pour au final toujours rien comprendre. Bref, j'ai abandonné cette lecture et pour moi n'importe quel autre nominé dans cette catégorie aurait pu largement dépasser la passeuse de mots. Bref, je vais arrêter de rager et on va s'intéresser au lauréat suivant pour la catégorie jeunesse, et ça n'est autre que Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, qui a été écrit par Michael Brun-Arnaud et qui est illustré par Sanoé. Et là pour le coup on fait vraiment le grand écart puisqu'on passe d'un abandon à un coup de cœur, j'ai envie de dire. Enfin non, pas vraiment un coup de cœur, mais une lecture 5 étoiles, ça c'est sûr. Et dire que j'ai failli passer à côté. Je me disais que la catégorie jeunesse, j'allais très certainement la zapper puisque je suis pas le public visé. Mais j'ai préféré tenter le coup quand même et j'ai vraiment bien fait. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a énormément de monde qui est déjà intéressé par ce roman, notamment parce qu'ils l'ont rajouté dans leur pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais aussi par des personnes qui l'avaient déjà lu et ce dès sa sortie. Dans Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, on s'intéresse à Ferdinand Taupe, qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout, à savoir l'Alzheimer pour les grands. Ça a beau être une lecture orientée jeunesse, elle s'adresse vraiment à tout le monde, les enfants comme les adultes, puisqu'on peut avoir plusieurs degrés de lecture possibles, et vous n'en ressortirez pas indemne. C'est vraiment bizarre parce que c'est à la fois une lecture doudou et en même temps, on peut pas s'empêcher de pleurer. Bref, encore une super lecture, et j'ai pas parlé des illustrations, mais elles sont magnifiques. Dans le domaine des polars et thrillers maintenant, c'est le roman Dans les brumes de Capelan de Olivier Norek qui a été élu. C'est la première fois que je lisais un de ses romans, mais apparemment il est très connu puisque ce roman-là, c'est un tome 4, je crois. Oui, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, c'est bien un tome 4.
Mais là, pas d'inquiétude, puisque comme dans tous les polars, thrillers et tout ou presque tous les cozy mystery, on peut lire les tomes indépendamment des uns des autres. Ici, on retrouve et on suit toujours Victor Coste, qui est un ancien inspecteur de la PJ du 93. On le retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il est plus ou moins exilé volontairement. Il travaille sous couverture et il est ce qu'on appelle désormais un peseur d'âme. C'est-à-dire que c'est lui qui juge si une personne, mettons un indique par exemple, est désormais une personne de confiance ou pas. Et pour les besoins d'une enquête, il va se retrouver à devoir prendre soin d'une jeune fille qui s'appelle Anna. Et on compte sur lui pour faire parler cette jeune fille puisqu'elle n'a pas lâché un mot depuis qu'on l'a retrouvée dans sa prison, je dirais. Puisqu'on nous dit dès le début qu'elle a été gardée prisonnière pendant une dizaine d'années par un tueur en série. Je ne vous en dis pas plus, ça gâcherait le suspense. On passe maintenant dans la section bande dessinée et c'est sans surprise le premier tome de Lore Olympus qui a été élu. Et je dis sans surprise parce que je l'ai vu passer absolument partout. Ceci dit, pour moi ça a été une lecture très mitigée puisque même sans être forcément fan de BD, je pense que j'aurais pu l'apprécier si ça avait été plus mature que ça. J'ai l'impression que ça s'adresse surtout à un public adolescent, jeune adulte et c'est très romancé. Trop romancé. Bref, Lore Olympus, si jamais vous ne le savez pas, c'est un webtoon à la base et ça a été donc retranscrit sous forme de bande dessinée et on y raconte le mythe de Hadès et Perséphone encore une fois. Je dis encore une fois puisque j'ai l'impression que c'est la mode et ce mythe Hadès et Perséphone, on le voit absolument partout et sous toutes les formes. Bref, ça ne m'a pas forcément plu, déjà parce que je suis très fan de mythologie grecque, donc forcément quand c'est réduit à ce point-là, ça ne me plaît pas tant que ça. Mais aussi et surtout parce que j'ai eu l'impression d'être plongée dans de la télé-réalité, mais en version bande dessinée. Je pense que vous voyez un petit peu le genre, donc je vais pas vous faire un dessin. D'ailleurs, en parlant de dessin, il y en a énormément, je sais, c'est la base, c'est une bande dessinée, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même très peu de dialogue pour faire avancer le récit. Je sais que c'est la base du webtoon, mais quand on retranscrit ça sous forme de bande dessinée, je trouve que ça fait vraiment très long pour rien. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je l'ai lu, mais que pour moi c'est un no-no pour la suite. Ensuite, on va s'intéresser à la catégorie littérature étrangère, et j'étais trop contente puisque c'est le tome 1 de Blackwater qui est sorti vainqueur. Je dis trop contente puisque j'avais vraiment l'intention, comme tout le monde j'ai l'impression, de lire cette saga familiale. Et encore une fois, ce challenge, c'était l'occasion rêvée pour sortir le premier tome de Mapal. D'ailleurs, c'était une catégorie plutôt prometteuse puisque la plupart des nominés sont des romans que j'avais déjà dans ma pile à lire. Quoi qu'il arrive, j'aurais quand même fait une très bonne découverte. Je vais pas m'étendre sur la saga Blackwater, déjà parce que c'est un tome 1 sur les 6 tomes, mais en plus puisque tout Booktube et tout Bookstagram en a parlé au moins une fois. Bref, c'est sûr, vous l'avez déjà vu passer. D'ailleurs, au moment où je vous en parle, j'ai lu donc le tome 1 pour le challenge Babelio et le tome 2 pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Et si je dois vous donner un conseil, c'est de passer au-delà du tome 1 qui est quand même très introductif puisqu'on nous présente les différents personnages de la ville de Perdito, mais il faut quand même aller au-delà pour pouvoir déjà creuser un petit peu plus l'histoire. Et on arrive à la dernière catégorie qui est imaginaire, c'est la seule où j'avais voté puisque j'avais donné ma voix pour Piranèse de Susanna Clarke. Mais c'est le tome 1 de Capitale du Nord qui s'appelle Les Citadins de demain qui est sorti lauréat. Et là encore une très belle surprise puisque je ne m'attendais pas à une telle pépite, j'ai franchement frôlé le coup de cœur. J'en étais d'ailleurs très étonnée puisqu'avant ce challenge Babelio, j'avais jamais entendu parler de cette trilogie. Ici c'est un petit peu particulier puisqu'on évolue dans le cycle de la tour de garde qui se partage en deux. D'un côté il y a donc Capitale du Nord qui a donc gagné le prix pour la section imaginaire et qui est écrit par Claire Duvivier, mais il y a aussi Capitale du Sud et qui là est écrit par Guillaume Chamanadjian. On parle donc de deux capitales différentes et on suit deux groupes de personnages différents aussi, mais qui vont vivre à leur manière différents événements. C'est-à-dire, sans trop spoiler, qu'il va se passer certains événements dans ce cycle de la tour de garde et que nos personnages de Capitale du Nord vont les vivre d'une façon et d'autres personnages dans Capitale du Sud vont les vivre d'une autre façon. Et c'est pour moi du pur génie.
Avant de vous lancer, ceci dit, il faut juste savoir que la narration est quand même assez dure à suivre, puisque l'univers en lui-même est déjà très riche, mais honnêtement, une fois passé ce cap-là, c'est que du bonheur. D'ailleurs, aussitôt fini le tome 1 de Capitale du Nord, j'ai sauté sur celui de Capitale du Sud et j'ai mis le tome 2 de Capitale du Sud dans ma pile à lire du Cocorico Challenge. Et voici un récap de mon challenge Babelio avec mon bullet journal spécial lecture qui est rempli. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des mises à jour un petit peu plus récentes pour mes lectures en cours, même si c'est prévu que je vous fasse des vidéos sur le sujet évidemment, hein. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous, c'est le métronome en papier. Aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un des romans que je vous ai présentés et surtout ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!